nous allons parler de l'hygiène et de la sécurité des réseaux. Alors, c'est un sujet qui aurait eu sa place sur un spécial Halloween, parce qu'on va parler de choses qui font quelque peu peur, mais vous allez voir qu'en fait, on peut très vite démystifier beaucoup de choses et se rendre compte que même si là, il y a beaucoup de dangers dans les usages des réseaux, beaucoup de menaces, au final, elles sont beaucoup moins étranges, obscures et mystérieuses qu'on pourrait bien le croire. Donc, pour faire un petit peu le résumé de ce dont on va parler, donc on va d'abord introduire un petit peu le sujet, on va parler des menaces qui existent dans l'utilisation courante d'Internet, on va voir un petit peu de quoi on parle, dans quel environnement on se positionne, et ensuite on va étudier ça un peu plus en détail sur trois axes qui sont certainement les axes sur lesquels vous allez être le plus confronté à ces menaces, que ce soit à titre pro ou à titre perso, donc c'est-à-dire les réseaux sociaux, les mails, téléphones, le phishing, et tout ce qui concerne la navigation web. Alors, pas de panique, on ne va pas rentrer dans des domaines ultra techniques, pointus, détaillés. On n'est pas là pour faire du John Ackerman, hein, je vous rassure. On va rester dans des choses qui sont assez explicites. Donc, pour commencer, de quelles menaces parlons-nous? Est-ce qu'on parle donc du coup du fou furieux qui va aller pirater le PC de la NASA ou le vôtre? C'est pas vraiment le sujet, vous allez le voir. Donc, on va commencer par quelques chiffres. C'est pas forcément le plus fun et ça sera certainement pas le plus rassurant, mais ça donne une idée de la situation. Grossièrement, si on doit retenir des chiffres en particulier dans ces quelques chiffres que j'ai fait ressortir, 80% des attaques ciblent l'humain, pas la technique. Comprenez par là que le but des pirates ou des magouilleurs divers et variés, scammers et autres, c'est de piéger un être humain. Ce n'est pas de bypasser le système, ce n'est pas de passer outre des défenses techniques, c'est vraiment de piéger une personne à titre individuel. On va voir comment après. Donc, on a des millions de tentatives de phishing qui ont été bloquées en 2024. 45% des incidents concernent les réseaux sociaux, on s'en doute. Hein, on connaît tous la fameuse histoire des brouteurs et tout ce qui s'ensuit. Ça fait quand même un bon petit chiffre. Et 22,5% des attaques phishing fin 2024 étaient dirigées vers les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu des attaques au niveau des réseaux sociaux, il y a des attaques sur les utilisateurs des réseaux sociaux. Tout ça cumulé fait que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui est très attaqué. Forcément, c'est quelque chose où il y a énormément de monde. Mais pas de panique. On est sur des chiffres qui sont très élevés. Certes, il y a énormément d'attaques tout le temps en permanence, oui. Mais ces attaques, le principe, c'est d'en faire énormément pour espérer éventuellement peut-être toucher une personne. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que si une personne sur 1000, voire sur 10 000 se fait avoir, c'est une réussite. L'objectif, c'est de ne pas être cette personne. Pas de se construire un mur invincible autour de soi, vu que de toute façon, sécurité, un mur invincible n'existe pas. Mais c'est d'être suffisamment aware, pour reprendre les paroles d'un grand philosophe, pour pouvoir savoir à quoi on s'expose et comment le contrecarrer. Donc, pour voir tout ça, on va suivre un schéma qui reprend un acronyme bien connu chez Extiag, le MCC. Là, en l'occurrence, on va parler de menaces, conséquences, contre-mesures, pour chacun des éléments dont on a parlé plus tôt. Et commençons tout de suite avec les réseaux sociaux. Du coup, rentrons un petit peu plus dans les détails des menaces sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que vous en connaissez une bonne partie, mais on va quand même refaire un petit tour. On a tout ce qui est arnaque, escroquerie, les faux profils, les offres factices, des tentatives de récupération d'informations diverses et variées par des moyens plus ou moins détournés ou plus ou moins subtils, voire des fois pas subtils du tout. On connaît tous l'histoire de la femme qui s'est faite voler je ne sais plus combien de milliers d'euros par une personne qui prétendait être Brad Pitt. Ça a fait rire beaucoup de monde, mais c'est quand même représentatif d'une chose qui se fait sur les réseaux et pas de manière exceptionnelle. On a le sujet du cyberharcèlement qui est un sujet gravissime parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui concerne souvent les enfants, les scolarisés à l'école. On va avoir les guéguerres entre les gamins qui prennent des proportions énormes avec du cyberharcèlement, des messages, des photos, n'importe quoi qui peut très vite tourner et très vite prendre des proportions absolument catastrophiques. Donc ça, c'est une menace que je qualifierais d'une des peut-être plus principales parce qu'elle concerne des personnes qui ne sont pas forcément équipées pour pouvoir contrecarrer ça. Tout ce qui est donc fuite d'informations, forcément,
comme on parlait, les photos qui peuvent être sensibles ou non, des données personnelles, des adresses, des numéros de téléphone, enfin, tout peut y passer. Bien sûr, l'usurpation d'identité, on en a parlé, le cas Brad Pitt, mais ça peut aussi toucher des personnes dans le privé. Par exemple, j'ai connu un cas où une personne s'est fait copier sa page, une personne tout à fait, pas une célébrité, rien, une personne de mon entourage, qui s'est fait copier sa page et le pirate essayait de gratter des trucs, des infos, de l'argent pour du dépannage via les MP, etc. Alors que, bah, en fait, c'était juste une copie de page de la personne et puis il allait attaquer les amis de la personne. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut arriver aussi. Et forcément, qui dit message et discussion là-dedans, on peut avoir aussi des liens malveillants qui vous dirigent vers des diverses arnaques qui relèvent des sujets qu'on verra plus tard. Au niveau des conséquences, donc on sait qu'est-ce qui risque de se produire, on a tendance parfois à sous-estimer ce que ça peut impliquer comme impact pour les personnes. Donc, il faut bien comprendre qu'on peut risquer donc, du vol d'identité, ça j'en ai parlé. Donc, quand ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est une chose. Quand ça arrive à soi, ça peut très vite poser des problèmes. Parce que on peut avoir des fraudes, on peut avoir des infos personnelles utilisées à des fins malveillantes, comme je disais. Je me fais passer pour l'ami de X en lui demandant de l'argent, sauf que derrière, ça peut causer différents conflits dans la vie privée. On peut donc forcément, si on parle du cyberharcèlement, on va très vite arriver dans l'atteinte à la vie privée. Donc, on peut avoir du harcèlement qui va être ciblé, c'est-à-dire que la personne va se sentir attaquée dans sa vie privée. On en reparlera tout de suite après. Forcément, ça va vite causer de l'isolement, dépression, les différentes catastrophes qu'on voit assez régulièrement dans les médias actuellement. Forcément, on peut aussi risquer des pertes financières et des impacts sur la vie privée comme professionnelle, parce que des infos, quand elles fuitent, on ne sait jamais où elles fuitent. Ça peut très bien fuir dans le cercle perso, comme ça peut fuir dans le cercle pro. Des fois, ça peut poser de sacrés problèmes. Alors, petits exemples comme ça que je vais donner vite fait pour un petit peu donner une vue de la chose. Un truc tout bête, j'avais un collègue, il y a quelques années de ça, qui a fait un arrêt maladie. Jusque-là, rien de spécial. Sauf que pendant son arrêt maladie, il a posté en public sur son Facebook des photos où il refaisait totalement sa salle de bain, où il était en action, etc. Sauf que public, c'est arrivé jusqu'aux oreilles du chef, le chef n'était pas très content. Mais alors pas très content du tout. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même un exemple de problème qui peut se produire. Un autre exemple qui est un peu plus parlant, celui-là, il y a quelques années, j'étais sur Facebook et je suis tombé sur un des légendaires trolls, comme on peut en voir partout. Très agressif, très à chercher les ennuis à tout le monde, il s'amusait beaucoup. Je suis allé regarder sa page. Ouais. Je suis tombé sur son école, je suis tombé sur ses parents, je suis tombé sur sa sœur, son adresse, la totale. Toutes les infos étaient disponibles en public. Je savais exactement qui était cet enfant, parce que c'était un enfant tant qu'à faire. J'ai contacté les parents par MP, du coup, en leur expliquant que bon, il y a votre fils qui est un peu en train de faire le zouave sur Internet, ça pourrait mal tourner. La première réaction que j'ai eue, c'était une agressivité de la personne. Qu'est-ce que vous faites, machin et tout. J'ai dû expliquer en disant, je travaille dans l'informatique, donc je suis un peu sensible à ces sujets-là. Les données sont exposées en public, c'est dangereux. Parce que moi, je m'en fiche, mais s'il tombe sur un cinglé qui va aller le chercher à la sortie de l'école, ça peut très vite mal tourner. Là, la personne a dit, ok, d'accord, merci de nous avoir prévenus, etc. Mais ça donne bien une idée du truc. Ça paraît bateau comme ça, mais le nombre de personnes qui ont leurs données perso en public, c'est effrayant. Et c'est un réel risque par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Ce qui nous amène justement aux contre-mesures. Comment est-ce qu'on peut éviter les problèmes? La première chose à faire quand il s'agit de réseaux sociaux, c'est de contrôler vos paramètres de confidentialité. C'est absolument essentiel. Il faut savoir et il faut réussir à trouver. Il y a des options pour ça, on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui parce qu'il nous faudrait quelque chose de beaucoup plus long pour pouvoir faire ça dans le détail. Les infos sont disponibles sur Internet, vous pouvez googler ça, vous pouvez demander à notre ami ChatGPT éventuellement, ou on pourra en parler plus tard dans un autre format si le sujet vous intéresse. Mais il y a plein d'options qui vous permettent de faire en sorte que seules les personnes légitimes puissent voir certaines infos. Prenons un exemple tout simple, il y a des options qui vous permettent de faire en sorte que seuls vos amis voient vos posts sur Facebook. C'est important de le faire. Vous n'avez pas envie qu'un random quelconque voit les photos de l'anniversaire de vos enfants.
Vous n'avez pas envie que n'importe qui voit quand vous êtes parti en vacances et où. Vous n'avez pas envie que ces données puissent être utilisées à des fins néfastes. De la même façon, vous pouvez aussi empêcher toute personne qui ne fait pas partie de vos amis de pouvoir vous envoyer des MP à volonté, etc. Il y a plein d'options qui existent et je vraiment recommande très fortement à chacun d'entre vous de faire en sorte que seules les personnes qui sont dans votre cercle personnel puissent en fait interagir avec ce cercle personnel. Ce qui nous amène à une autre chose qui est aussi importante, il faut choisir ses interlocuteurs ou ses amis. Sur Internet, et en particulier sur les réseaux sociaux, tout le monde le sait, c'est le festival des trolls, c'est le festival des personnes aux commentaires et aux remarques fort peu pertinentes. Une fois de temps en temps, c'est pas gênant, mais quand ça devient récurrent et qu'on se fait sans arrêt alpaguer par des trolls, c'est vite usant, pour les enfants comme pour les adultes. Donc, il est important de faire en sorte de choisir avec qui on interagit. Les espaces de commentaires sont généralement des jungles et peuvent très vite tourner à des prises de bec monumentales pour absolument rien. Et au même titre, cliquer sur accepter ses amis, accepter en ami toute personne qui fait la démarche, c'est pas forcément pertinent. Il faut savoir à qui on parle et il faut savoir choisir à qui on parle, comme on le fait dans la vie réelle en réalité. Pareil, au niveau des informations personnelles que j'évoquais tout à l'heure, il y a assez peu de champs au final qui sont obligatoires dans une bio. Facebook n'a pas besoin de connaître votre adresse. Facebook n'a pas besoin de savoir exactement toutes les écoles dans lesquelles vous avez été, etc. Quand vous diffusez une information, quand vous renseignez un formulaire, dites-vous bien que c'est quelque chose qui va sortir de votre machine et qui va se retrouver sur les réseaux à un moment donné. Il va être exposé. Posez-vous la question de savoir est-ce que c'est pertinent que j'expose ça? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt réel? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière? Savoir ça, c'est déjà en grande partie savoir se protéger. Bien sûr, il faut se méfier de tout ce qui est lien et message suspect. Clairement, si vous n'attendez pas de message et que vous en recevez un avec une offre mirobolante, a priori, c'est qu'il y a un anguille sous roche. Si c'est trop vrai, si c'est trop beau pour être vrai, c'est sans doute que ça l'est. Et enfin, très important aussi, il faut partager ses connaissances et il faut partager ses bonnes pratiques auprès des autres personnes de son entourage qui ne sont pas forcément au courant et sensibiliser les jeunes utilisateurs. C'est absolument essentiel pour éviter les problèmes que l'on connaît. Passons maintenant aux mails et téléphones. Donc, alors, je fais un petit tir groupé sur ce qui concerne les mails et téléphones. Pourquoi? Parce qu'on est sur quelque chose de très similaire dans les faits. On est à des usages un petit peu différents, mais la finalité est un petit peu la même, vous allez le voir. Typiquement, qu'est-ce qu'on a comme menace aujourd'hui? Le fameux ping call. Ça, c'est le coup classique. On vous fait sonner le téléphone un petit coup en espérant que vous allez rappeler. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se laissent plus avoir. Pour autant, ça marche toujours. Sinon, ils ne le feraient plus. Donc, généralement, le but, c'est de vous faire rappeler un numéro surtaxé et ou de vous vendre des trucs complètement inutiles à des prix totalement délirants. Les appels frauduleux, vous les connaissez, c'est une purge actuellement. Je pense que tout le monde est au même point à avoir son téléphone qui sonne sans arrêt pour des appels complètement frauduleux. Alors, des fois, c'est juste des arnaques, des fois, on a des 06 qui essayent de se faire passer pour votre banquier, ça, c'est assez commun aussi. Donc, qui essaient de récupérer vos numéros de carte bleue le plus souvent. Des faux supports techniques, des faux agents EDF, le but étant toujours un peu le même. On a tout ce qui est liens et sites malveillants. Donc ça, typiquement, pour arriver sur les vols d'identifiants, tout ce qui est malware, ransomware, virus. Ça peut arriver aussi bien par téléphone, merci les smartphones, que par mail aujourd'hui. Ça, pour le coup, vous pouvez le recevoir par SMS comme vous pouvez le recevoir par mail. C'est un petit peu la même chose. La sextorsion, le fameux, alors ça, c'est plutôt quelque chose qui se produit par mail, ou le chantage, hein, ça revient au même. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà été confrontés à ça. C'est le fameux mail où il y a un pavé de 20 lignes, même largement plus en général, où quelqu'un vous explique qu'il vous a piraté l'ordinateur, qui contrôle la totalité de votre machine, qui sait exactement ce que vous faites et notamment ce que vous regardez sur des sites destinés à un public de plus de 18 ans, dirons-nous, et qui vous menace de le faire transmettre à l'ensemble de vos contacts si jamais vous n'envoyez pas un lien, que ce soit un PayPal ou plutôt du Bitcoin en général. Bien entendu, c'est totalement bidon, le mail est factice de A à Z, le gars n'a strictement rien du tout sur votre machine, mais comme je disais tout à l'heure, si sur 1000 mails envoyés, une personne tombe dans le panneau, c'est déjà gagné.
C'est généralement le fonctionnement des menaces. C'est beaucoup des outils psychologiques, en fait. Donc, quand on regarde et qu'on découpe les mails, on est dans l'immédiateté. Il faut agir tout de suite, il faut réagir tout de suite. Il vous donne 24 heures, si c'est pas moins, pour vous mettre la pression. Il vous menace. Il utilise des termes à moitié techniques, à moitié pas techniques, pour dire de se faire un argument d'autorité, en fait. Donc, c'est vraiment juste de l'ingénierie psychologique pour dire de vous faire craquer. Mais derrière, c'est dur. Et bien sûr, alors, les faux messages légitimes, ça c'est quelque chose que vous recevez surtout dans le domaine pro, notamment l'arnaque au président. Typiquement, un pirate qui simule le compte d'une personne haut gradée de l'entreprise, qui dit être sur une opération commerciale majeure, demandant le paiement de tel truc, et puis boum, ça part dans les poches de quelqu'un d'autre. Pareil avec des fausses factures, des fausses notifications, etc. Ça c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent. Donc, du coup, quelles conséquences à tout ceci? Alors, le vol d'argent, principalement le vol d'argent. Le phishing, c'est vraiment l'outil premier pour voler de l'argent aux gens. Que ce soit le ransomware, enfin que ce soit la rançon, pardon, que ce soit le chantage, que ce soit les arnaques au président, les fausses factures, in fine, le but, c'est toujours de faire envoyer de l'argent. Donc, soit dans un domaine pro, en passant par le compte de l'entreprise, soit en passant par votre compte perso à vous, en faisant des attaques un peu plus ciblées. On y reviendra, mais les attaques ciblées, quelquefois, sont issues d'informations récupérées ailleurs, au hasard les réseaux sociaux. Bien vu, LinkedIn, effectivement, ça m'est pas venu tout de suite à l'esprit, mais oui, bel exemple, LinkedIn, nouveau post, un petit crawler pour le savoir, et hop, c'est piégé. Comme quoi, encore une fois, c'est un très bel exemple de faites attention à ce que vous diffusez sur les réseaux. Même si là, pour le coup, il n'y a pas d'incohérence à dire je commence mon nouveau poste dans telle entreprise sur LinkedIn, mais même quelque chose de tout à fait neutre peut avoir des conséquences si on ne fait pas gaffe. C'est un très bel exemple, celui-là. Si je refais la presse, je l'ajouterai. Je me permettrai de te le voler. Du coup, pour en revenir à nos mails et téléphones, au niveau des conséquences, donc comme je disais, on est principalement sur du vol d'argent. On peut avoir des vols de données personnelles. Les phishing par mail aiment beaucoup ça. Un petit exemple que j'ai eu dans une entreprise, un phishing avec un lien web qui renvoie sur une connexion, un formulaire de connexion à Microsoft pour accéder à un fichier. Bon, on est sur un Office 365, environnement Azure, tout ça, donc pas de choc, pas de surprise a priori. La personne rentre ses identifiants. Pas de bol, c'était pas un truc légitime. Donc le pirate a récupéré les identifiants Windows de la personne. Je vous le donne en mille, il n'y avait pas de MFA ou de double authentification derrière, sinon c'est pas drôle. Donc, résultat, le pirate a chopé les accès à toutes les données de la personne. On parle du OneDrive, on parle du mail, on parle de SharePoint. Ça fait beaucoup. Et du coup, il a utilisé le mail de la personne pour diffuser son piratage, son phishing à l'ensemble de l'entreprise. Vous imaginez un peu la panique que ça a pu causer. Et d'où l'intérêt, on en reparlera, de la double authentification. Ça tombe bien, ça fait transition. Justement, c'est ce que je disais. Le vol de données peut engendrer un vol d'identité aussi. L'usurpation d'identité, de toute façon, quel que soit le média, est toujours quelque chose de très utile. Pareil, via un lien web, on peut faire de l'usurpation d'identité, du malware ou du spyware, du virus et tout ce qui s'ensuit. Même si, soyons clairs, infecter une machine individuelle, ça se fait, ça existe, il faut être méfiant, mais ça n'arrive pas toutes les 5 minutes. On aura plutôt tendance à infecter le pro. Et bien sûr, pareil, quand on se fait spammer en permanence de phishing, on a pas mal de stress, on peut se retrouver isolé, perdre confiance en tout, bref, c'est pas cool. Les contre-mesures, donc pour éviter tout ça, la meilleure, c'est toujours la même, c'est une vigilance constante de chaque instant. Il faut toujours s'assurer de la provenance et de la pertinence des sollicitations avant toute action. C'est vraiment essentiel. Donc, pareil, on vérifie l'expéditeur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le RN Microsoft, ou s'assurer qu'on n'a pas des 06 qui nous appellent pour des trucs officiels. Généralement, ils ne vont pas passer par des 06. Même Amazon, maintenant, utilise pour ses livreurs des numéros fixes par une plateforme. C'est dire. L'activer la double authentification, ça c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que la double authentification,
Alors, c'est relou parce qu'il faut utiliser le token, etc. Sauf qu'à côté de ça, ça vous permet quand même si le mot de passe est compromis, bah, le gars essaie de se connecter avec votre mot de passe, vous recevez la notification, vous faites bah non, désolé, paf, et le mec, il peut rien faire. C'est quand même plutôt pas mal. Et pareil, l'information et la protection n'est efficace que quand elle est partagée, donc il faut partager ses connaissances avec les autres. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'arnaque aux gendarmes. C'est ni plus ni moins qu'un bête pop-up qui apparaît, se met en plein écran sur votre machine. C'est le raccourci F11 sur votre clavier. Vous faites F11, vous vous en débarrassez de ce truc. Jamais la gendarmerie ne va s'amuser à bloquer votre poste pour quoi que ce soit, quelque fait que ce soit. Il ne fonctionne pas comme ça. S'ils remarquent que vous avez commis un délit, ils passent par des courriers, par des procédures légales. À aucun moment, ils vont bloquer votre machine. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est techniquement possible, mais ils ne vont jamais le faire. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Vous allez, au pire, si vous avez vraiment fait quelque chose de monstrueux, vous allez avoir la police qui va toquer à votre porte. Bonjour, perquisition. Ils ne vont pas vous bloquer votre machine. Et nous y voilà donc les menaces du web. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, tout ce qui est site frauduleux, les clones, etc. Les moteurs de recherche piégés, il faut savoir que quelquefois, on va avoir des pages sponsorisées qui vont apparaître en haut des recherches Google, mais qui sont en fait des sites bidons, soit des copies, soit des clones, soit juste des sites qui vont essayer de vous arnaquer d'une façon ou d'une autre. Tout ce qui est téléchargement affecté, ça vous connaissez évidemment, on est encore une fois sur une jungle, donc forcément on peut risquer de télécharger tout et n'importe quoi si on le télécharge n'importe où. Les pop-up et bannières trompeuses, c'est exactement ça, l'arnaque aux gendarmes. Et bien entendu, ce que j'appelle le tracking abusif. Beaucoup de sites web aujourd'hui, vis-à-vis des réglementations des cookies, vous demandent de les accepter ou pas. Généralement, ce qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils vous enlèvent la fonction refuser tout et qu'ils vous forcent à décocher un à un les 160 cookies. La plupart des gens finissent par abandonner et disent OK, j'accepte. Le problème, c'est qu'au plus vous acceptez chaque cookie que vous acceptez, c'est une entité qui récupère des données sur vous. Multiplié par le nombre d'entités, multiplié par le nombre de sites, ça commence à désigner un détail très précis de vous et de vos usages. Ça peut être très risqué. Justement, les conséquences, encore une fois, les vols d'identifiants, vous voyez que les choses se recoupent. En général, les objectifs sont un peu toujours les mêmes. Voler les identifiants, voler les données, voler l'argent. Grossièrement, c'est toujours un peu là-dessus qu'on revient. On risque forcément sur la navigation web un peu plus qu'ailleurs une infection du matériel, à coup de malware, de spyware et de ransomware. Alors, ransomware, dans le privé, pas forcément tant que ça, mais dans l'environnement professionnel, le ransomware, ils adorent. Les individus privés sont plutôt sujets au spyware. Donc, encore une fois, perte d'argent, comme on l'a dit, potentiellement des accès illégitimes aux données du poste, ils peuvent récupérer des photos, des vidéos ou quoi que ce soit, c'est rare, mais ça peut arriver. Et l'exploitation abusive des données, c'est ce que je disais tout à l'heure, un profilage général, une réutilisation commerciale via les cookies que vous acceptez. On sait exactement sur quel site vous allez, on sait si vous allez acheter du Oli, par exemple, on va vous faire les pubs en conséquence. Si vous allez sur des sites d'agences de voyage, ils vont vous proposer des voyages, etc., etc. Sauf que ça peut être pour des pubs ciblées, passe encore. Ça peut aussi être pour des arnaques ciblées, comme on le parlait tout à l'heure, avec des pirates qui vont vous envoyer des trucs très spécifiques à votre usage des réseaux. Les contre-mesures contre ça, toujours pareil, la vigilance, ça reste la première et la meilleure des mesures. Utilisez les favoris pour les sites sensibles, ça au moins ça vous évite les sites qui sont copiés, parce qu'ils aiment bien copier les banques, les impôts, etc. Donc forcément, c'est ceux que vous avez le plus intérêt à mettre en favori et bien vous assurer d'avoir les bons liens. Le téléchargement toujours depuis des sources assurées, vérifiées et vérifiables, ça évidemment c'est une bonne pratique. Bloquer les pop-up tant que faire se peut, parce que de toute façon les pop-up ne servent en général à rien, si ce n'est à vous faire de la pub, ou éventuellement à vous faire de la pub d'arnaque. Tant qu'à faire, autant y aller. Et comme je disais, ne surtout pas abuser du tout accepter quand il s'agit des cookies. Ça peut vite devenir gênant. Et maintenant, passons à la conclusion. J'ai accéléré un petit peu, mais la partie navigation web, comme je le disais, reprend pas mal de sujets précédents. C'est un peu la synthèse des autres en réalité. Alors, on a vu des choses qui sont aujourd'hui très anxiogènes. C'est inquiétant de voir qu'on risque un peu tout et n'importe quoi qu'on fasse sur les réseaux. L'hygiène d'utilisation des réseaux, c'est quelque chose d'essentiel. Mais c'est comme se laver les mains. C'est important, il faut le faire, mais c'est pas parce qu'on oublie une fois qu'on va tous mourir.
Il faut savoir que savoir ce que l'on risque, c'est déjà une protection en soi. À partir du moment où on connaît les tricks, on sait plus ou moins comment les esquiver. Donc il faut surtout pas sombrer dans la paranoïa et commencer à voir le mal partout. Il faut être raisonné et pondéré dans ses usages. Mais clairement, ne pas dramatiser la chose. Il y a des risques. Maintenant, vous en connaissez une très grande partie. Vous en connaissez peut-être un peu plus aujourd'hui. Vous êtes mieux défendu qu'avant. C'est une question de vigilance, encore une fois. Et enfin, quelques bonnes pratiques pour garder un tour d'avance sur nos chers amis pirateux et autres. Euh, il faut utiliser des mots de passe différents. C'est relou, on n'a pas les mémoires de banque de données dans la tête, mais c'est quand même important parce qu'un mot de passe, ça fuite. Et quand un mot de passe a fuité, vous en faites pas, ils savent s'en servir. Donc, il faut utiliser des mots de passe différents selon les environnements. Il faut utiliser la double authentification autant que c'est que possible. C'est souvent contraignant. Il faut avoir l'appli sur le téléphone. Tu veux te connecter, comme quand on veut se connecter à notre environnement Extia où on doit avoir le token qui se lance, etc. C'est des actions en plus. Ça peut être ennuyeux à la fin d'une journée quand on l'a fait 10 fois, mais on est 10 fois protégé et c'est important. Il faut réfléchir toujours à la pertinence avant de diffuser une information personnelle, quelle qu'elle soit, où que ce soit. Ne jamais dire, bon, je donne l'info et puis on s'en fiche. Il faut savoir pourquoi on la donne, à qui on la donne et comment on la donne. Utiliser les alertes de connexion, c'est très important aussi. Ça permet de savoir s'il y a un Gus à Tombouctou qui essaie de se connecter à votre compte Microsoft. A priori, c'est qu'il y a un problème. Pour les mots de passe, justement, il y a des gestionnaires de mots de passe qui font ça très bien. KeePass2, Keeper Security, vous en avez très certainement dans vos entreprises. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait en avoir. Mais à titre perso, c'est génial aussi. Et toujours, toujours réfléchir avant d'agir. Si vous devez mémoriser qu'une seule chose ici, c'est sans doute ça. Ne pas agir dans l'immédiateté, ne pas agir dans la panique, ne pas agir dans l'urgence, se poser, réfléchir et savoir ce qu'on fait avec les infos et les connaissances que l'on a. Ça restera toujours le meilleur moyen de vous protéger.